Il avait tout, le bureau d'angle, l'appartement valant plusieurs millions de dollars et la belle jeune femme à son bras. Aujourd'hui était le jour où Mark Thompson allait consolider son empire, en impressionnant le mystérieux nouveau PDG qui venait d'acquérir son entreprise. Il sourit, ajustant sa cravate, tandis qu'il conduisait sa maîtresse dans la salle du conseil d'administration, la présentant comme sa protégée. La tension était palpable dans la pièce, dans l'attente de l'arrivée du nouveau patron milliardaire. La porte s'ouvrit dans un clic, et le monde entier de Mark ne s'est pas simplement effondré. Il a explosé, car la femme qui entrait, entourée d'avocats, n'était pas seulement la nouvelle PDG, c'était sa femme, c'était. Le réveil de 6 heures du matin était un carillon numérique, un son doux pour un homme qui croyait que le monde se réveillait pour lui. Mark Thompson, cependant, était réveillé depuis 5h30, son esprit déjà en train de faire des calculs. Aujourd'hui n'était pas un mardi comme les autres. Aujourd'hui était le jour du thé, le jour du rachat. Il balança ses jambes hors du lit king size, les draps en coton égyptien s'accumulant autour de sa taille. L'air dans l'appartement terrasse était refroidi à une température précise de 20 degrés. De l'autre côté de la vaste chambre, sa femme Sarah était déjà levée, mais elle n'était pas habillée. Elle portait un sweatshirt délavé de l'Université Northwestern et un pantalon de yoga, ses cheveux blonds miel tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle fixait sa tablette, le front plissé. « Café ?» grogna Mark, sans demander. « Bonjour » murmura Sarah, sans lever les yeux. « La machine est allumée. » Mark ricana, traversant pieds nus le sol en marbre froid pour se rendre dans la salle de bain principale. Il s'arrêta près de la fenêtre allant du sol au plafond. En contrebas, 50 étages plus bas, Chicago était une grille de lumière clignotante, le ciel avant l'aube, d'un violet profond, surplombant le lac Michigan, sa ville. « Tu sembles stressée, Sarah, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle de bain alors qu'il ouvrait la douche à jets multiples. « C'est à cause de la collecte de fonds, la liste des invités pour le sénateur. Ne t'inquiète pas, je demanderai à mon assistant. » « Ce n'est pas à cause de la collecte de fonds, Mark, dit-elle d'une voix calme mais tendue. C'est à cause des finances de la Fondation Jennings. Il y a des divergences dans les relevés fiduciaires de Zurich. » Mark roula des yeux, cachés par la vapeur, la Fondation Jennings, son petit projet. Lorsque le père de Sarah, Robert Jennings, un magnat mineur de la technologie, était décédé 5 ans auparavant, il lui avait laissé un héritage respectable. Mark l'avait encouragé à gérer la fondation caritative. Cela l'occupait. Cela la tenait éloignée de lui pendant qu'il faisait le vrai travail, gravissant les échelons chez Omnicorp Solutions, un géant mondial de la logistique. « Laisse les banquiers s'en occuper, chérie, » dit-il en entrant dans l'eau brûlante. « C'est pour cela que nous les payons. Tu es trop intelligente pour te soucier des feuilles de calcul. Laisse ça aux nerds. » Il n'entendit pas sa réponse. 40 minutes plus tard, Mark était un monument du pouvoir corporatif. Il se tenait devant le miroir, ajustant le nœud de sa cravate bionne grise anthracite. Le costume était fait sur mesure, les poignettes de la chemise étaient retenues par des boutons en platine. Il avait 45 ans, mais il en paraissait 35. Des angles marqués, des yeux bleus perçants et une chevelure brune abondante que sa maîtresse adorait caresser du bout des doigts. Il retourna dans le salon. Sarah était toujours près de l'îlot de cuisine, mais elle avait maintenant ouvert son ordinateur portable. Elle était pâle. « Mark, il faut qu'on parle. J'ai appelé Arthur Vance hier soir. » Mark s'arrêta, véritablement agacé. Arthur Vance, le conseiller de sa femme, un vieil avocat poussiéreux qui avait travaillé pour son père. « Sarah, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma carrière. Le nouveau directeur informatique arrive. Omnicorp avait été racheté, une prise de contrôle hostile rapide et choquante par une entité fantôme, une société de capital investissement dont personne n'avait entendu parler. SJ Ventures. Depuis 3 semaines, toute la direction était en panique. Qui était SJ? Un oligarque russe, un prodige de la Silicon Valley. Mark, cependant, n'était pas inquiet. Il était vice-président des ventes mondiales. C'était lui qui faisait rentrer l'argent. C'était lui qui avait rendu Omnicorp suffisamment rentable pour en faire une cible. Ce nouveau PDG ne licencierait pas la poule aux œufs d'or. Non, aujourd'hui, c'était son audition pour un rôle encore plus important. Directeur des opérations, peut-être. C'est important, Mark. Il s'agit de nos structures financières. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être.
Il la regarda enfin. Il la regarda vraiment, ses yeux fatigués, son sweatshirt qui avait une légère tache sur le poignet. C'était la femme qui l'attendait à la maison. Il ressentit soudainement un vif pincement, non pas de culpabilité, mais d'impatience. Il pensa à Chloé. Chloé Bennett, 26 ans, vive, ambitieuse, qui l'attendait dans le hall de son immeuble. Un appartement que Mark payait, où elle ressemblait à un top modèle. « Sarah, dit-il en adoucissant sa voix, comme on le ferait avec un enfant désorienté. Quoi qu'il en soit, ça peut t'attendre ce soir. Je te promets qu'on ouvrira une bouteille de ce pinot que tu aimes tant. » Il embrassa le sommet de sa tête. Ses cheveux n'avaient aucune odeur, juste du shampoing. Il attrapa sa maillette en cuir. « Je vais être en retard. »« Ne m'attends pas, Mark. »« Attends, l'appela-t-elle en se levant. Je veux que tu saches, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois y aller, chérie. Je t'aime, dit-il, les portes de l'ascenseur s'ouvrant déjà dans leur hall privé. Alors que la porte se refermait, il était déjà au téléphone. « Chloé, j'arrive dans 5 minutes. Mette la robe rouge. Non, pas la bordeaux. La rouge feu. Je veux que tu fasses bonne impression. » Il raccrocha, un sourire sincère enfin apparaissant sur ses lèvres. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'assurer son avenir. Il s'agissait de le dévoiler. Il avait préparé Chloé pendant des mois, lui fournissant des informations, la laissant l'assister sur ses plus gros contrats. Les anciens d'Omnicorp la considéraient comme une jolie distraction. Mark la voyait comme sa nouvelle partenaire améliorée. Il lui avait même créé un poste, celui de liaison spéciale avec le vice-président. C'était parfait. Aujourd'hui, il allait la présenter au nouveau PDG comme sa protégée indispensable, l'avenir de l'entreprise. Elle était intelligente, certes, mais surtout, elle était le reflet de lui-même, de ses goûts, de son pouvoir, de sa vitesse. Sa Mercedes classe S noire s'est glissée le long du trottoir devant son immeuble à Streetville. Chloé est sortie et Mark a eu le souffle coupé. La robe rouge était un chef-d'œuvre, épousant chaque courbe. Ses cheveux noirs formaient un rideau lisse. Son maquillage était impeccable. Elle était pure d'une ambition sans faille. Elle était parfaite. « Bonjour, Monsieur Thompson », a-t-elle murmuré en se glissant sur le siège passager, le parfum coûteux emplissant la voiture. « Bonjour, Mal Bennett », répondit-il, posant immédiatement sa main sur son genou et le serrant fort. « Êtes-vous prête à rencontrer le nouveau roi? »« Je le suis », murmura-t-elle en se penchant vers lui. « Mais je pense qu'il est déjà là. » Mark rit, d'un rire profond et satisfait. Il s'engagea dans la circulation en direction de la tour Omnicorp. Il se sentait invincible. Il était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, c'était le jour de la chasse. Il mit les anciens dirigeants au pied du mur, les faisant se tordre les mains dans la salle du conseil. Il n'avait aucune idée des règles du jeu. Mais Mark Thompson, dans son arrogance, avait oublié la première règle de la jungle. Il y a toujours un prédateur que vous ne voyez pas venir. La salle du conseil du 88e étage de la tour Omnicorp était conçue pour intimider. Une dalle d'obsidienne polie de 12 mètres servait de table, entourée de 20 fauteuils en cuir et haut dossier. Un mur entier était en verre, offrant une vue imprenable sur Chicago. L'ambiance à l'intérieur, cependant, était moins divine et plus sacrificielle. Mark et Chloé furent les dernières à arriver. Un geste délibéré. Ils voulaient faire une entrée remarquée. Mark fit signe à David Chen, le directeur financier, un homme qui semblait ne pas avoir dormi depuis un mois. « Tu es à la limite. SJ est attendu à 9 heures pile. »« Détends-toi, David, » dit Mark en se dirigeant vers sa place habituelle, à 2 places de la tête de table. Il tira la chaise à côté de lui pour Chloé, un geste qui ne passa pas inaperçu. Maria Gonzalez, la directrice des opérations et une vétérane de l'entreprise depuis 20 ans, haussa un sourcil parfaitement sculpté. « Chloé, c'est une réunion de direction de niveau 10. Votre présence est-elle nécessaire? » Mark sourit de toutes ses dents. « Zell Bennett est ma nouvelle liaison spéciale. Elle a joué un rôle déterminant dans les projections du 4e trimestre que SJ Ventures a trouvées si convaincantes. Elle est ici à ma demande. » Chloé s'assit, rayonnant d'une confiance qui était à 90% due à ses notes et à 10% à elle-même. Elle posa un élégant carnet en cuir rouge sur la table noire, une touche de couleur parfaitement discordante. Elle était la maîtresse, certes, mais elle était aussi une très bonne élève. Elle savait que Mark l'utilisait comme un moyen de pression, et elle était plus qu'heureuse d'être le porno qui captivait la reine.
La pièce était remplie de l'énergie nerveuse des condamnés. Il y avait des chuchotements. J'ai entendu dire que S.J. était un milliardaire de 30 ans issu du secteur technologique et originaire d'Austin. Non, ma source dit qu'il s'agit d'une vieille famille fortunée de Boston, les Jennings. Les Jennings. Je pensais qu'ils étaient peu importants. La côte ouest, pas la côte est. Qui que ce soit, ils ont acheté l'entreprise en espèces. Pas de levier financier, juste un virement bancaire. Qui fait ça? Mark se contentait d'écouter, un petit sourire narquois aux lèvres. Il les laissait paniquer. Il avait déjà fait part de sa loyauté envers le nouveau régime par le biais des avocats chargés de la transition. Il avait envoyé une note privée, jetant subtilement ses collègues sous le bus tout en soulignant l'efficacité rationalisée de sa propre division. Il avait souligné la comptabilité trop prudente de David Chen et les modèles logistiques archaïques de Maria Gonzalez. Il se pencha vers Chloé, la voix grave. « Tu vois ça? La peur. C'est l'odeur de la médiocrité. Nous ne sentons pas comme ça, n'est-ce pas? » « Non, Mark, lui répondit-elle dans un murmure, sa jambe effleurant la sienne sous la table. « Nous sentons l'avenir. » Il s'apprêtait à lui répondre pour lui parler de la prime qu'il avait déjà mentalement dépensée pour lui acheter un nouvel appartement terrasse, lorsque les lourdes portes en chaîne au fond de la salle de réunion s'ouvrirent. La pièce devint silencieuse, complètement silencieuse, d'un silence de mort. Deux hommes vêtus de costumes sombres et austères entrèrent les premiers. C'étaient des avocats, dégageant une aura d'or facturable qui coûtait plus cher qu'une petite voiture. Ils se déployèrent, un de chaque côté de la porte, puis le cliquetis des talons sur le sol en marbre. Clic, clac, clic, clac. C'était un son lent, délibéré, puissant. Ce n'était pas le staccato frénétique d'une secrétaire, ni le tapotement hésitant d'un assistant. C'était un rythme qui disait « Je suis le maître du terrain sur lequel je marche ». Mark, comme tout le monde, se leva. Il lissa le devant de sa veste, composant son visage de première impression, respectueux, enthousiaste, indispensable. Une femme apparut dans l'embrasure de la porte. Le cerveau de Mark, qui tournait à 1000 km/h, s'arrêta tout simplement. C'était comme un projecteur de film qui s'était bloqué sur une seule image. L'image était celle d'une femme. Ses cheveux, qui n'étaient plus un chignon blond de miel en bataille, formaient une coupe au carré blond cendré lisse et sophistiqué qui effleurait sa mâchoire. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure qui ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement, avec un simple chemisier en soie blanche en dessous. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'une paire de boucles d'oreilles en diamant et de son alliance. Son visage. C'était le visage de Sarah, mais toute sa douceur avait disparu. Son regard vague et distrait avait été remplacé par un regard aussi vif et froid que la vue depuis la fenêtre. Elle n'était pas pâle. Son maquillage était impeccable, professionnel. Elle avait l'air redoutable. L'esprit de Mark s'emballa, essayant de donner un sens à ces informations. C'est Sarah. Mais ce n'est pas elle, c'est une erreur. Elle est ici pour la collecte de fonds. Elle s'est trompée de salle. Elle est éperdue. Il ouvrit la bouche. Un sifflement confus et compatissant se forma sur ses lèvres, mais avant qu'il ne puisse parler, l'un des avocats s'avança. « Mesdames et messieurs les membres du Conseil, merci de votre temps. Veuillez vous asseoir. » Ils s'assirent tous raides. Mark tomba à moitié dans sa chaise, les yeux rivés sur sa femme qui marchait, non, qui avançait à grands pas vers la tête de la table. Chloé se pencha vers lui, la voix faible et confuse. « Mark, n'est-ce pas? » Mark ne pouvait pas répondre. Sa gorge était nouée. Le sang rugissait dans ses oreilles, comme le bruit de l'océan. La femme arrivait une tête de table. Elle posa un mince ordinateur portable argenté et balaya la pièce du regard. Son regard passa sur David Chen, Maria Gonzalez, puis les autres vice-présidentes terrifiées. Puis ses yeux se posèrent sur Mark. Ils s'attardèrent pendant une seconde interminable. Il n'y avait ni reconnaissance, ni colère, ni trahison. Il n'y avait rien. C'était le regard qu'un PDG porte sur un meuble. Puis ses yeux glissèrent vers Chloé, vers la robe rouge, vers la main que Chloé avait posée de manière protectrice sur le bras de Mark. Pendant une fraction de seconde, le coin de la bouche de la femme trembla. Ce n'était pas un sourire. C'était le signe avant-coureur d'un sourire. L'avocat reprit la parole. « J'ai l'immense honneur de vous présenter la propriétaire unique de S.J. Ventures, la nouvelle présidente directrice générale d'Omnicorp Solutions,
Mademoiselle Sarah Jennings. Ce nom frappa Mark comme un coup physique. Jennings, son nom de jeune fille. S.J. Ventures, Sarah Jennings. La salle fut envahie par un silence stupéfait et choqué. David Chen avait littéralement la bouche ouverte. Maria Gonzalez avait l'air d'avoir reçu une gifle et Mark Thompson se contentait de regarder. Sarah, Mademoiselle Jennings, sourit-elle d'un sourire brillant, froid et reptilien. « Bonjour à tous », dit-elle d'une voix claire et forte, sans aucune trace du murmure discret qu'il avait entendu 3 heures plus tôt. « Je m'excuse pour la soudaineté de cette transition. Elle était nécessaire. Maintenant, mettons-nous au travail. J'ai examiné les prévisions pour le 4e trimestre et, franchement, je suis consterné. » Son regard se posa à nouveau sur certains noms, et cette fois-ci, il s'attarda particulièrement sur notre division des ventes internationales. Le monde dans la tête de Mark Thompson s'était réduit à un seul point sonore pulsant. Le cliquetis des talons de Sarah. L'air de la salle de réunion, autrefois refroidi à une température parfaite de 20 degrés, était désormais suffocant. Il ne pouvait plus respirer correctement. Son costume Brian, son armure à 5 000 $, lui donnait l'impression d'être un cercueil en laine mélangée. « Mark », murmura à nouveau Chloé, sa voix n'était plus ronronnante. Elle était aiguë, teintée d'une première pointe de panique. « Mark, que se passe-t-il? C'est ta femme! »« Tais-toi », siffla Mark, la voix cassée. Il fixait Sarah, mais la femme assise en bout de table était une inconnue. Ce n'était pas la femme qui organisait des galas de charité. Ce n'était pas la femme qui s'inquiétait des listes d'invités et des options sans gluten. Ce n'était pas la femme qui portait des pantalons de yoga et lui demandait la permission de transférer de l'argent. Cette femme, Madame Jennings, branchait son ordinateur portable à l'ordinateur central. L'écran géant au fond de la salle de réunion, habituellement éteint, s'alluma. Il n'affichait pas de message de bienvenue. Il affichait un tableau complexe et terriblement détaillé. « Commençons par l'évidence, » dit Sarah, sa voix rompant le silence stupéfait. Omnior est une relique hypertrophiée et inefficace. Depuis 3 ans, elle est systématiquement mal gérée, surendettée et, dans certains cas, activement fraudée. Elle cliqua sur un bouton. Une nouvelle diapositive apparut. Un graphique linéaire. Une épaisse ligne rouge représentant les dépenses montait en flèche, tandis qu'une ligne bleue représentant les revenus nets stagnait. Les chiffres que vous avez communiqués aux actionnaires étaient fictifs. Elle déclara qu'il s'agissait d'une fiction très créative mais très illégale. David Chen, le directeur financier, retrouva enfin la parole. « Écoutez, Madame Jennings, nos comptes sont vérifiés par Grant Thornton. »« Oui, je sais, » répondit Sarah sans même le regarder. « Je sais aussi que votre auditeur principal, M. Stephen Hadley, est votre beau-frère, un fait que vous avez omis de divulguer. » David devint livide. « Et vous appelez Gonzalez et poursuivit Sarah en se tournant vers la directrice des opérations. Votre service logistique utilise toujours un système d'expédition datant de 2005. Vous avez externalisé 30% de notre fret national à une société, Logifast Solutions, qui s'avère être la propriété de votre fils. Avec une majoration de 40% par rapport au taux du marché, Maria Gonzalez a reculé, le visage figé dans une expression de fureur et de stupeur. Ce n'était pas une réunion. C'était une exécution. Sarah les démantelait pièce par pièce avec une précision froide et brutale. Elle avait les documents. Elle avait les relevés de virements bancaires. Elle avait les papiers de propriété de la société écran. Elle avait tout. Mark était figé. Ce n'était pas possible. Les divergences qu'elle avait mentionnées ce matin, les relevés de Zurich. Arthur Vance, ce n'était pas une erreur. C'était une recherche. Elle n'avait pas été déconcertée. Elle s'était préparée. Son esprit lui renvoya un rapide et horrible diaporama. Elle, sur son ordinateur portable, tard dans la nuit. Il avait supposé qu'il s'agissait de Pinterest. Ses longues journées au spa, le déjeuner caritatif à New York, le voyage pour voir sa sœur à Seattle le mois dernier. Il réalisa avec une horreur grandissante qu'elle n'avait pas vu sa sœur. Seattle était le siège d'Amazon et de Microsoft. Elle avait rencontré des experts en logistique et en logiciel. Elle avait préparé son projet et réuni l'argent, l'héritage respectable de son père. Mark avait toujours supposé qu'il s'agissait de quelques millions bloqués dans des fiducies suffisants pour financer ses loisirs. Il s'était trompé. Il s'était tellement trompé. Robert Jennings n'était pas un magnat mineur de la technologie. Il était discret.
Il avait été l'un des premiers investisseurs providentiels dans une petite entreprise de moteurs de recherche à la fin des années 90. Mark avait épousé l'une des femmes les plus riches du pays et l'avait traitée comme une stagiaire légèrement incompétente. Et maintenant, dit Sarah en baissant la voix, nous arrivons à la star de l'entreprise, la division des ventes mondiales. L'écran changea. C'était une photo de Mark souriant lors d'un tournoi de golf, puis une nouvelle diapositive, une liste de dépenses. Monsieur Mark Thompson, c'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Cela semblait étrange. Vous, Monsieur Thompson, êtes un cas fascinant. Vos chiffres de vente sont impressionnants. Presque trop impressionnants. Elle cliqua. Regardons le compte Omega. Votre plus gros client. Il représentait 20% de tous les nouveaux revenus du dernier trimestre. Mais le compte Omega ne semble pas exister. L'adresse est une boîte postale aux îles Caïmans et les 10 millions de dollars qu'ils nous ont versés le mois dernier. Notre nouvel audit en retrace la provenance. Elle cliqua à nouveau. Un organigramme complexe apparut. L'argent provenait d'une banque à Zurich, sa banque. « Vous avez falsifié les comptes », dit-elle d'une voix douce et dangereuse. « Vous avez gonflé vos propres chiffres de vente en transférant mon argent sur les comptes de la société sous le couvert de paiement de clients. Tout cela pour vous faire passer pour un faiseur de pluie. Tout cela pour vous justifier. » Elle cliqua une dernière fois. L'écran se remplit de factures. Des factures pour la location d'un appartement à Streeterville. Des reçus de quartier pour une montre Panther. Des frais de voyage pour 2 billets en première classe à destination de Paris pour une conférence commerciale qui n'a jamais eu lieu. Et enfin, une entrée dans la paie de l'entreprise, dit Sarah, la voix glaciale, pour un poste de liaison spéciale de Mme Chloe Bennett. Salaire de 250 000 $ approuvé par El Zuma sur la signature. Mark Thompson. Chloé poussa un petit cri étouffé. Elle fixait l'écran, le visage blême. Elle n'était pas seulement la maîtresse. Elle était la preuve. Elle était la pièce à conviction dans la fraude qui allait mettre fin à sa carrière. Mark. La voix de Chloé tremblait. Tu m'as dit que c'était une prime à la signature. Tu m'as dit que l'entreprise l'avait approuvé. Mark était incapable de parler. Il tremblait. Le prédateur était devenu la proie. La fosse au lion était en fait un abattoir et c'était lui qui était pris au piège. Sarah, Mme Jennings, ferma son ordinateur portable. L'écran devint noir. Elle s'éloigna lentement de la tête de la table, ses talons résonnant dans le silence sépulcral. Elle s'arrêta juste derrière Mark. Il pouvait sentir son parfum. Ce n'était pas le parfum floral léger qu'elle portait habituellement. C'était quelque chose de sombre, de chair et de fumée, comme du bois de santal et de la cendre. Elle se pencha, sa bouche près de son oreille. Le reste de la pièce, les autres cadres, s'estompèrent. Il n'y avait plus qu'eux. « Tu me croyais stupide », murmura-t-elle d'une voix si basse que lui seul pouvait l'entendre. « Tu me croyais être un passe-temps. Tu me croyais être un élément de décoration. Tu me croyais être juste une épouse. » Il frissonna de tout son corps. « Toi, continua-t-elle, son souffle chaud sur son oreille, tu étais un projet, Mark. Un projet que je menais pour voir jusqu'où je pouvais tolérer l'incompétence et la trahison. Il s'avère que ma tolérance a une limite. » Elle se redressa, s'adressant à nouveau à la salle, sa voix retrouvant sa fermeté d'acier. « David, Maria, vous êtes licenciés. Vous avez gravement manqué à vos obligations fiduciaires. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Vos affaires vous seront envoyées par la poste. Si vous contestez cette décision, je porterai plainte au pénal. Est-ce clair? » David et Maria, complètement abattus, se contentèrent d'acquiescer. Les agents de sécurité qui attendaient derrière la porte entrèrent et les encadrèrent. « Les autres, dit Sarah, sont morts à l'épreuve. Vous rendrez compte à mon nouveau directeur général, M. Arthur Vance, qui sera ici cet après-midi. Arthur Vance, le vieil avocat poussiéreux, son conseiller. » Sarah retourna à la tête de la table. Elle regarda Chloé, qui ressemblait à une enfant terrifiée dans une robe très chère, très rouge. « Mademoiselle Bennett, dit Sarah, votre poste ici est superflu. Tout comme votre présence. Sécurité. » L'un des gardes se tourna vers Chloé. « Maman, viens avec moi, s'il te plaît. » Chloé regarda Mark, les yeux écarquillés de désespoir et, pour la première fois, de haine pure et simple. Mark dit quelque chose. Dis-lui. Mark regarda sa femme, sa PDG. Sarah se contenta de l'observer, un sourcil levé, une lueur d'amusement cruelle dans les yeux. « Vas-y », semblait dire son regard. « Défense-la. »
Mark Thompson baissa les yeux vers la table en obsidienne et son propre reflet pathétique. Il ne dit rien. Un petit sanglot brisé s'échappa des lèvres de Chloé. Espèce de salaud. Elle attrapa son cahier rouge et sortit en titubant de la pièce, suivie de près par le garde. La pièce était désormais vide, à l'exception de Mark et des vice-présidents terrifiés. Mark était le dernier à rester, l'éléphant dans la pièce. Il tremblait. « Et vous, Monsieur Thompson, dit Sarah en tapotant la table avec son stylo, vous n'êtes pas licencié. » Mark releva brusquement de la tête. Une petite étincelle d'espoir folle vacilla. Elle m'aime toujours. C'est un test, un jeu de pouvoir. Elle va toujours. « Oh non, dit Sarah comme si elle lisait dans ses pensées. Vous licencier serait trop facile. Vous licencier serait un cadeau. Vous n'aurez pas de cadeau, Mark. » Elle sourit. C'était le sourire le plus froid et le plus terrifiant qu'il ait jamais vu. « Vous, Mark, vous restez. Vous me rendrez compte. Votre division des ventes internationales est dissoute. Votre nouveau titre sera, disons, directeur des projets spéciaux. Votre premier projet spécial. Vous superviserez personnellement l'audit complet et la liquidation de tous les comptes frauduleux que vous avez créés. Vous déconstruirez pièce par pièce tous les mensonges que vous avez racontés à cette entreprise. Et vous le ferez depuis le bureau des stagiaires au 12e étage. » Elle se pencha en avant. « Vous viendrez ici tous les jours. Vous vous garerez dans le parking général, pas dans le garage réservé aux cadres. Vous irez chercher votre café vous-même. Et vous me regarderez transformer cette entreprise, mon entreprise, en quelque chose dont vous n'auriez jamais osé rêver. Et quand vous aurez terminé, quand vous aurez nettoyé jusqu'à la dernière trace de votre saleté, alors je vous licencierai. » Elle se leva. La réunion est levée. « Bienvenue dans la nouvelle Omnicorp. » Elle se retourna et quitta la pièce. Le cliquetis de ses talons résonnait, laissant Mark Thompson seul dans la salle de réunion sombre et silencieuse, tel un fantôme vivant vêtu d'un costume à 10 000 $. La femme que Mark Thompson connaissait sous le nom de Sarah, n'existait plus depuis 18 mois. La vraie Sarah, Sarah Jennings, était morte petit à petit, chaque jour pendant 10 ans. Elle s'était lentement et volontairement enfermée dans des boîtes métaphoriques, les étiquetant maman, épouse, hôtesse, mécène. La boîte étiquetée génie avait été scellée et poussée sous le lit le jour de son mariage. Robert Jennings, son père, n'était pas un magnat mineur. C'était une légende discrète de la Silicon Valley. Il avait été l'architecte des algorithmes derrière 3 des plus grandes introductions en bourse des années 1990. Il avait appris à Sarah à coder avant qu'elle ne sache faire du vélo. Il lui avait appris à lire un bilan avant qu'elle ne sache conduire. Lorsqu'elle avait obtenu son double diplôme en informatique et en économie à Stanford, il l'avait nommée directrice informatique. À 25 ans, elle était la PDG fantôme de Jennings Capital, gérant un portefeuille si vaste qu'il en était presque abstrait. Puis son père était tombé malade, atteint d'un cancer du pancréas avec 6 mois à vivre. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Mark Thompson. Il était directeur commercial d'une entreprise technologique de taille moyenne, brillant et ambitieux. Il était beau, charmant et semblait l'admirer. Il lui offrait un répit face au chagrin et au poids écrasant de la salle du conseil. À la mort de son père, le chagrin l'a submergé comme un raz-de-marée. Mark était son canot de sauvetage. Elle l'a épousé. Pour la première fois, elle voulait être normale, être prise en charge. Elle a eu des enfants. Elle s'est retirée de Jennings Capital, confiant la gestion quotidienne à Arthur Vance, le conseiller le plus fidèle de son père, et à un conseil d'administration à Zurich. Elle a dit à Mark qu'elle gérait l'organisation caritative de son père. C'était un mensonge qu'elle lui avait dit pour le faire se sentir important. Elle l'avait laissé être le soutien de famille avec son salaire chez Omnicorp, qui n'était pour elle que de la petite monnaie. Elle l'avait laissé construire son monde, le croyant roi, alors qu'elle était la véritable source de la richesse du royaume. Leur penthouse, son argent, la classe S, son argent, ses costumes à 5 000 $, tout cela acheté avec les dividendes de son portefeuille. Elle s'était contentée de sa place. Elle aimait ses enfants. Elle s'était convaincue qu'elle aimait la simplicité, l'absence de pression. L'illusion s'est brisée un mardi pluvieux de mars. Mark était sous la douche. Son téléphone, qu'il gardait habituellement comme un secret d'État, vibrait sur la table de chevet. Un SMS de C. Bennett datant de la veille disait
Wow, tu ne plaisantais pas à propos de la vue depuis mon nouvel appartement. On se voit à la réunion. La robe rouge est prête. Sarah avait fixé le SMS, le cœur froid et immobile dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement l'adultère, c'étaient les mots. Mon nouvel appartement. Elle fit ce qu'elle avait appris à faire. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle rassembla des informations. Elle se connecta au compte bancaire privé qu'elle partageait avec Mark, celui qu'il considérait comme leur compte principal. Elle vit le virement de 257 000 $ à Chloe Bennett, codé comme une prime à la signature. Elle vit les loyers de l'appartement de Streetville financés par un fonds discrétionnaire réservé au cadre supérieur. Elle comprit avec une froide terreur qu'il n'utilisait pas seulement son argent. Il utilisait l'argent de l'entreprise, l'argent d'Omniorp. Elle passa les 48 heures suivantes dans un état second. Elle ne dormit pas. Elle travailla sans relâche. Elle consulta les documents publics d'Omnicorp. Elle les recoupa avec les déplacements de Mark. Elle découvrit le compte Omega. Grâce à son expérience, il lui a fallu moins d'1 heure pour trouver les empreintes numériques. Il ne se contentait pas de la tromper. Il commettait une fraude électronique de haut niveau. Et il s'y prenait mal. Il était négligent. Mais le coup fatal est venu lorsqu'elle a retracé la source des fonds du compte Omega. Il n'avait pas seulement volé son entreprise. Il avait, à travers une série de manœuvres complexes et idiotes impliquant des sociétés écrans, volé son argent à elle. Il avait trouvé une porte dérobée dans l'un des petits fonds fiduciaires de sa famille, auquel elle lui avait bêtement donné un accès partiel en cas d'urgence. Il avait détourné des millions, non seulement pour Chloé, mais aussi pour lui-même, afin de gonfler ses chiffres de vente et de se donner l'air du roi qu'il prétendait être. Il ne lui avait pas seulement brisé le cœur, il avait insulté son intelligence. C'est cette nuit-là que Sarah, la femme, est morte. Sarah Jennings, PDG, est née. Elle s'est envolée pour Zurich le lendemain. Une retraite dans un spa, lui avait-elle dit. Elle a rencontré Arthur Vance et le conseil d'administration de Jennings Capital. J'ai une nouvelle cible d'acquisition, avait-elle déclaré d'une voix dénuée d'émotion. De quoi s'agit-il, mademoiselle Jennings? Avait demandé Arthur. Une société de logiciels? Une nouvelle entreprise de biotechnologie? Une entreprise de logistique de taille moyenne? Omniorp Solutions? Arthur avait haussé un sourcil. Omniorp? Ils sont dans un état lamentable, surévalués, une direction catastrophique. Leurs chiffres de vente sont fictifs. Je sais, avait répondu Sarah. C'est pourquoi ils sont vulnérables. La fiction est celle de mon mari. Il a escroqué l'entreprise. Sa fraude les rend mûrs pour une OPA hostile. Nous allons l'acheter. Nous allons tout acheter. Ce n'est pas du business, Sarah, avait dit Arthur doucement. C'est de la vengeance. Tu te trompes, Arthur, avait-elle répondu, le regard glacial. La vengeance est émotionnelle. C'est de la lutte antiparasitaire. C'est un cafard dans ma maison. Je ne vais pas me contenter de l'écraser. Je vais acheter le bâtiment, le recouvrir d'une bâche et le désinfecter. Le plan fut mis en œuvre. SJ Ventures vit le jour. Il s'agissait d'une filiale de Jennings Capital conçue pour être fantôme. Ils commencèrent à acheter des actions Omnicorp d'abord au compte-gouttes, puis en masse utilisant les rapports frauduleux et gonflés de Mark pour justifier le prix élevé des actions auprès des autres vendeurs. En réalité, il l'aidait à acheter la corde à laquelle il se pendrait. Pendant 18 mois, Sarah a mené une double vie. Le jour, elle était Sarah, la femme débordée, qui organisait des collectes de fonds, gérait l'emploi du temps des enfants et demandait la permission à Mark pour partir en voyage. La nuit, elle était la PDG Jennings, passant des appels cryptés à Zurich et à Londres, dirigeant la prise de contrôle hostile, engageant des experts comptables judiciaires et planifiant la restructuration complète d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Elle s'est coupé les cheveux. Elle a acheté une nouvelle garde-robe qu'elle a conservée dans un bureau privé qu'elle avait loué en centre-ville au nom d'Arthur. Elle avait commencé à se transformer, à se débarrasser de la peau de la femme que Mark avait rejetée. Les divergences qu'elle avait mentionnées ce matin-là, c'était la dernière pièce du puzzle, la confirmation que son argent avait été utilisé pour le compte Omega. C'était le signal de départ. Elle avait ressenti un moment d'hésitation ce matin-là, un flashback des 10 années qu'ils avaient passées ensemble, de la naissance de leurs enfants, des premiers jours où il la regardait avec admiration. Mark, avait-elle dit, il faut qu'on parle. C'était une dernière chance, une dernière occasion pour lui d'avouer. J'ai besoin que tu saches,
Elle avait commencé, mais il l'avait interrompue. « Je dois y aller, chérie. Je t'aime. » Il ne l'avait même pas regardée. Il avait embrassé le sommet de sa tête et s'était enfui vers sa maîtresse. À cet instant, tout doute persistant, toute once de pitié s'était évaporée. Elle regarda les portes de l'ascenseur se fermer. Elle resta debout dans le penthouse silencieux pendant une bonne minute. Puis elle prit son téléphone. « Arthur, dit-elle, c'est fait. Exécutez les dernières procurations et préparez la voiture, le costume bleu marine. Oui, c'est le jour du thé. » Le nouveau monde de Mark Thompson était beige. Après Sarah, Madame Jennings avait quitté la salle de réunion du 88e étage. Mark était resté assis sur sa chaise pendant ce qui lui avait semblé une éternité. Les autres vice-présidents s'étaient enfuis, refusant de le regarder dans les yeux, comme si son échec était contagieux. Finalement, un agent de sécurité était revenu. « Monsieur Thompson, nous avons reçu l'ordre de vous escorter jusqu'à votre nouveau poste de travail. » Cette marche de la honte était un chef-d'œuvre d'humiliation. Lui, l'ancien vice-président des ventes mondiales, était conduit devant la suite exécutive, devant le hall des ventes animées où son équipe avait l'habitude de le saluer, puis dans l'ascenseur de service. Ils descendirent, 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 descendirent. Ils émergèrent au 12e étage, celui des archives et des dossiers. Le 12e étage était un enfer éclairé par des néons. L'air sentait le café rassis et le papier poussiéreux. Il n'y avait pas de baies vitrées, seulement de petites fenêtres carrées donnant sur un conduit d'aération en briques. Son nouveau bureau était un box, pas même un box complet. Un rectangle en tissu beige à mi-hauteur, identique aux 20 autres qui l'entouraient. Sur le bureau se trouvait un ordinateur Dell vieux de 10 ans, un téléphone noir générique et un seul document agrafé. Le document disait « Projet de nettoyage complet, directeur M. Thompson, sa Mercedes Classe S. La sécurité avait confisqué les clés. C'est un véhicule loué par l'entreprise. Monsieur Thompson, vos privilèges de location ont été révoqués. Son badge de stationnement a été désactivé. Sa carte AMX d'entreprise a été refusée. » Au cours de la semaine suivante, Mark Thompson a appris la véritable signification du pouvoir. Il ne s'agissait pas de crier ou de licencier des gens. Le vrai pouvoir, c'était le contrôle. Sarah. Non, il devait cesser de la considérer comme Sarah. Madame Jennings contrôlait sa nouvelle réalité. Il était devenu un paria. Les employés du 12e étage, pour la plupart des employés âgés attendant la retraite, l'évitaient soigneusement. Ils savaient qui il était. Ils savaient ce qui s'était passé. Ils le traitaient avec un mélange terrifiant de peur et de pitié. Son travail, tel que décrit dans la note de service, était exactement celui qu'elle avait menacé de lui confier. Il devait cataloguer personnellement chaque dossier frauduleux, chaque fausse facture, chaque note de frais gonflée provenant du compte Omega et d'une douzaine d'autres clients qu'il avait inventés. En fait, il était en train de monter un dossier juridique contre lui-même. Il était piégé. S'il démissionnait, elle le ferait arrêter. S'il restait, il était son prisonnier. Il a essayé de se défendre. La première nuit, il avait pris un taxi pour se rendre à l'appartement terrasse. Sa carte clé ne fonctionnait pas. Monsieur Thompson, avait dit le portier, un homme dont Mark n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom. « Je suis désolé, monsieur. Les instructions de monsieur Jennings sont claires. Vous ne pouvez pas entrer. C'est ma maison. Mon nom figure sur l'acte de propriété, avait rugi Mark. Le portier l'avait regardé tristement. « En fait, monsieur, ce n'est pas le cas. Le penthouse appartient à une société holding, Jennings Capital. Nous avons reçu l'ordre de retirer votre nom de la liste des résidents. » Elle avait pensé à tout. Elle avait planifié cela depuis des années. Il était allé à l'hôtel, le prestigieux Langham. Sa carte American Express personnelle, celle qu'il pensait avoir payée, avait été refusée. Il avait appelé la banque. « Je suis désolé, monsieur Thompson », lui avait répondu une voix polie. Cette carte était un compte utilisateur autorisé sous le nom de la titulaire principale, Sarah Jennings. Vos privilèges d'utilisateur ont été révoqués. Il s'était retrouvé dans un Holiday Inn Express près de l'aéroport, utilisant les 300 derniers dollars de sa carte de débit. Le travail était une humiliation quotidienne. Tous les jours à 10 heures, son téléphone sonnait. C'était sa nouvelle assistante de direction. Le redoutable Arthur Vance était devenu le nouveau directeur des opérations.
Son ancien poste était désormais occupé par une femme perspicace nommée Patricia. Mademoiselle Jennings exigeait que le projet soit entièrement revu. Mettez M. Thompson au courant. Il allait devoir apporter ses dossiers en personne au 88e étage. La première fois, il avait essayé de lui parler. « Sarah, s'il te plaît », l'avait-il supplié, debout dans l'embrasure de la porte de son nouveau bureau. Celui-ci avait été redécoré. Les vieux meubles en bois sombre du club des garçons avaient disparu. Il était désormais minimaliste, moderne, avec du verre, de l'acier et une immense peinture abstraite. C'est Mademoiselle Jennings, avait-elle dit, sans lever les yeux de son rapport. Le dossier est-il prêt? Sarah, les enfants. Et les enfants, vous ne pouvez pas simplement les emmener. Elle avait enfin levé les yeux. Son regard n'était pas en colère. Il était juste fatigué. Je ne les emmène pas, Mark. Je les protège de toi, de l'exemple que tu leur as donné. Ils sont chez ma mère à Kenilworth. Ils vont bien. Toi, en revanche, tu es en retard avec ton rapport. C'est fou, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton mari. Toi, avait-elle dit en se levant, tu es un employé qui a commis une fraude électronique. Tu es un handicap. J'ai gracieusement décidé de gérer cela en interne. Ne confonds pas cela avec une dispute domestique. Il s'agit d'une restructuration d'entreprise. Maintenant, pose le dossier sur le bureau et retourne au 12e étage. Tu perds ton temps. Il avait jeté le dossier sur son bureau et était sorti en trombe. Mais alors qu'il attendait l'ascenseur, il avait entendu sa voix claire et forte lors d'une conférence téléphonique. « Oui, Monsieur Bezos, je suis d'accord. La logistique de livraison par drone est la clé. Nous prévoyons une augmentation de 200% de l'efficacité d'ici le 3e trimestre. » Bezos, elle était en ligne avec Mark et se sentait mal. Il jouait aux dames pendant qu'elle jouait aux échecs en 3D à l'autre bout du monde. Le coup de grâce est survenu 2 semaines après le début de sa peine. Une nouvelle employée a été affectée au bureau voisin du sien. C'était Chloé Bennett. Elle avait l'air terrible. Sa garde-robe haute couture avait disparu, remplacée par un tailleur pantalon bon marché acheté dans un grand magasin. Son feu rebelle s'était éteint. Elle ne le regardait pas. « Chloé », murmura-t-il, horrifié. « Tais-toi, bois avec un... » siffla-t-elle, la voix pleine de venin. « Quoi? Que fais-tu ici? » « Elle m'a proposé un marché, » dit Chloé, les yeux fixés sur son nouvel ordinateur archaïque. « Mademoiselle Jennings m'a trouvé. J'étais sur le point d'être expulsé. Elle m'a dit qu'elle ne me poursuivrait pas pour ma part de la prime à la signature si je venais travailler ici au service des archives pour le salaire minimum. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle cela? » Chloé l'avait enfin regardé. Ses yeux étaient rougis, mais secs et durs. « Parce qu'elle veut que tu aies une collègue. Elle veut que tu t'assoies ici tous les jours à côté de la femme pour laquelle tu as détruit ta vie. Ou elle veut que tu me regardes, et elle veut que je te regarde. Et elle veut que nous sachions tous les deux qu'elle a gagné. » Chloé s'est retournée vers son écran. « Maintenant, laisse-moi tranquille. Je dois classer par ordre alphabétique les factures de 2010. Et toi aussi. » Mark a fixé le mur beige de son box. Il n'était pas seulement en prison. Il était dans une exposition spécialement conçue au zoo, et le gardien du zoo était sa femme. L'esprit humain ne peut absorber qu'une certaine quantité d'humiliation avant de craquer. Mark Thompson, qui avait défini toute son existence par le reflet qu'il voyait dans les yeux des autres, l'admiration, l'envie, le désir étaient désormais invisibles. Pire encore, il était l'objet de pitié et de mépris. Il était piégé. Ses journées étaient un cycle monotone où il passait au crible sa propre corruption. Il passait ses nuits dans une chambre simple d'un motel près de l'autoroute où l'odeur de l'eau de javel industriel imprégnait les draps. Il avait vendu ses boutons de manchette en platine pour obtenir de l'argent. Il se nourrissait à des distributeurs automatiques. Depuis le 12e étage, il regardait Mme Jennings transformer Omnicorp. Des mémos furent envoyés. L'ancienne garde avait disparu. De nouveaux cadres brillants et terriblement compétents furent recrutés. Le système logistique archaïque de Maria Gonzalez fut supprimé et remplacé par un système de répartition à la pointe de la technologie, basé sur l'intelligence artificielle. L'entreprise, qui perdait beaucoup d'argent, se mit soudainement à prospérer. Les journaux spécialisés la surnommaient la dame de fer de la logistique, une visionnaire. Mark, quant à lui, cataloguait les reçus de champagne qu'il ne se souvenait même pas avoir bu. Mais son plus grand tourment restait Chloé. Elle était assise à 3 mètres de lui, monument vivant de son échec. Ils ne se parlaient jamais.
Le silence entre eux était lourd et toxique, rempli de toutes ses promesses et de tout ce qu'elle avait perdu. Un jour, il l'avait regardée, vraiment regardée, et n'avait rien ressenti. Le feu, l'ambition, la robe rouge vif, tout avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme fatiguée et en colère dans un tailleur bon marché, et il réalisa avec un sentiment de nausée qu'il ne l'avait jamais vraiment vue. Il n'avait vu qu'un reflet plus jeune et plus flatteur de lui-même. Maintenant, le miroir était brisé. Un jeudi pluvieux, 6 semaines après le jour J, il a finalement craqué. Il se rendait au 48e étage pour livrer son dossier de confession hebdomadaire. Il en était réduit à cela, à être un livreur. Il est entré dans l'ascenseur réservé aux cadres et, juste au moment où les portes se refermaient, une main s'est tendue. Les portes se sont ouvertes. C'était Sarah, Madame Jennings. Elle avait cessé de le voir. C'était la première fois qu'il se retrouvait vraiment seul dans un espace confiné depuis la salle du conseil. Il portait une pile de dossiers beige. Il sentait légèrement le savon du motel. Elle portait une robe crème élégante et tenait un fin porte-documents en cuir. Elle sentait comme toujours le bois de santal et la victoire. Elle lui fit un signe de tête sec. Monsieur Thompson entra et appuya sur le bouton du garage privé du penthouse. Les portes se refermèrent. L'ascenseur commença sa montée douce et silencieuse. Le silence était assourdissant. Il pouvait entendre sa respiration. Il pouvait voir son propre reflet dans les parois en acier poli à côté d'elle. Il avait l'air ruiné. Et c'est dans ce reflet que quelque chose en lui se brisa. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Elle ne le regarda pas. « J'apprécie une augmentation de 30% de la valeur des actions. »« Oui. »« Non, ça, cracha-t-il en faisant un geste entre eux. Moi, de 12e étage. Chloé, le motel. Tu adores ça. Tu adores me voir ramper. » Elle tourna la tête, son regard lent et analytique. « Non, Mark, ce n'est pas vrai. Je suis déçu. » « Déçu? » Il laissa échapper un rire saccadé, un son brisé et laid. « Tu as détruit ma vie. Tu m'as pris mon travail, ma maison, mes enfants. Et tu es déçu? »« Je suis déçu, dit-elle, la voix toujours calme, mais avec une nouvelle pointe d'agressivité. Que l'homme que j'ai épousé, l'homme avec qui j'ai construit ma vie, l'homme à qui j'ai donné 2 enfants, soit aussi faible, aussi stupide. »« Je ne suis pas stupide, rugit-il, les mains crispées sur les dossiers. J'ai construit cette division commerciale. J'ai créé cette entreprise. »« Ce n'est pas vrai, est-ce que ça se ferait ?» rétorqua-t-elle, la glace se brisant enfin, révélant le feu qui brûlait en dessous. « Tu étais un parasite, Mark. Tu te nourrissais de mon argent pour te donner bonne figure. Tu commettais des fraudes pour impressionner une fille de 26 ans avec mon héritage. Tu n'as rien construit. Tu n'étais qu'un costume très cher et très arrogant. » L'ascenseur sonna, dépassant le 4e étage. « Tu penses que c'est à cause de Chloé ?» ricana-t-il, recourant à sa défense la plus ancienne et la plus odieuse. « Tu es juste jalouse. Tu ne supportais pas que je veuille quelqu'un de jeune, quelqu'un de vivant. » Sarah le fixa du regard, puis la chose la plus terrifiante de toutes se produisit. Elle rit. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un son froid, compatissant, dévastateur. « Oh, Mark, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu penses que c'était à cause d'elle? Tu penses que j'ai acheté une entreprise d'1 milliard de dollars et orchestré la prise de contrôle la plus complexe de la décennie parce que j'étais jalouse? » Elle s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. L'acier avait disparu, remplacé par une fureur blanche et ardente qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas à cause de ta liaison, espèce de cliché pathétique. C'était à cause de la fraude. C'était parce que tu m'avais volé, que tu avais volé l'héritage de mon père. C'était parce que tu as insulté mon intelligence jour après jour pendant 10 ans. Tu m'as traité comme une employée. Tu m'as rejeté. Toi qui n'as qu'un seul talent, celui de mentir, tu as osé me mépriser. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent au 88e étage. Toi, dit-elle, sa voix redevenant un murmure mortel, tu étais une erreur. Tu étais la seule erreur idiote que j'ai commise dans toute ma vie. Et je ne fais que la corriger. Elle sortit de l'ascenseur. « Au fait, Monsieur Thompson, dit-elle sans se retourner, votre projet de nettoyage est terminé. J'ai recoupé vos dossiers avec l'audit judiciaire complet. » Il resta figé dans l'ascenseur. « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? »« Cela signifie que vos services, dit-elle, ne sont plus nécessaires. » Elle sourit,
le même sourire froid que dans la salle de réunion. Vous êtes licencié. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, le enfermant à l'intérieur, le laissant seul avec son reflet. Licencié. Cela aurait dû être un soulagement. Mais il comprit, alors que l'ascenseur commençait à descendre, ce que cela signifiait. Elle n'avait plus besoin de lui dans son bureau. Elle avait obtenu ses aveux. Elle avait son dossier. Elle l'avait. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le hall principal, 2 policiers l'attendaient. « Mark Thompson », dit l'un d'eux en s'avançant. Mark laissa tomber les dossiers. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, détournement de fonds et complot. » Alors qu'il lui passait les menottes, il leva les yeux au-delà du hall jusqu'au 88e étage. Il ne pouvait pas la voir, mais il savait qu'elle était là, en train de regarder. L'architecte, le gardien de zoo, le PDG. Le procès de Mark Thompson ne fut pas le cirque médiatique sensationnel dont il aurait secrètement rêvé. Sarah Jennings, avec son efficacité brutale caractéristique, veilla à ce qu'il n'en soit rien. Ce fut une procédure fédérale discrète. Les preuves n'étaient pas des SMS ou des photos salaces de Chloé en robe rouge. Les preuves étaient des feuilles de calcul, des virements bancaires, des statuts de société écran. Il s'agissait des fichiers du compte Omega méticuleusement organisés par Mark lui-même depuis son bureau au 12e étage. Ce fut un massacre. Il fut accusé de 3 chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de détournement de fonds. Son avocat hors de prix, payé grâce à la vente en dernier recours de son dernier actif, une montre vintage dont Sarah ignorait l'existence, tenta de faire valoir qu'il était un pornographe, qu'il avait été piégé par une épouse vengeresse. Le ministère public et, par procuration, le nouveau conseil d'administration de Sarah, dirigé par Arthur Vance, se sont contentés de diffuser l'enregistrement de la première réunion du conseil d'administration de Sarah, la présentation PowerPoint, les factures de la montre Cartier, le bail, puis ils ont fait témoigner Chloé Bennett. Chloé, qui ne portait plus son uniforme d'archiviste, était calme. Elle a témoigné que Mark avait présenté les 250 000 $ comme une prime de signature légitime approuvée par le conseil d'administration, qui lui avait dit que l'appartement était un bail d'entreprise pour des clients de grande valeur. Elle était victime, affirmait-elle, de ces mensonges. Que ce soit vrai ou non n'avait pas d'importance. C'était crédible, et cela a scellé le sort de Mark. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a regardé avec dédain. « Monsieur Thompson, vous étiez un homme qui avait tout, un emploi très bien rémunéré, une belle famille, et vous avez tout gâché, non par nécessité, mais par simple cupidité et arrogance. Vous avez volé vos partenaires, vous avez volé votre femme, et vous avez fraudé votre propre entreprise. Le tribunal vous condamne à 8 ans d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire fédéral à sécurité minimale. 8 ans, le verdict tomba. Mark, dans son costume mal ajusté, acheté tout fait, s'effondra. Sarah n'était pas dans la salle d'audience. À ce moment précis, elle sonnait la cloche d'ouverture à la bourse de New York. OmniCorp Solutions, après avoir été restructurée, rebaptisée et fusionnée avec une division technologique de Jennings Capital, relançait son nouveau symbole boursier SJV. Le cours de l'action tripla dans la première heure. Elle se tenait sur le balcon, sous une pluie de confettis, flanquée d'un Arthur Vance triomphant et de son nouveau conseil d'administration. Elle était le nouveau visage de la logistique américaine, un esprit de la Silicon Valley avec une exécution de Wall Street. Un journaliste a crié « Monsieur Jennings, votre ex-mari vient d'être condamné. » Un commentaire. Sarah n'a pas bronché. Elle a souri aux caméras. OmniCorp est et a toujours été tourné vers l'avenir. Nous ne tolérons aucune pratique contraire à l'éthique du passé. Nous sommes ravis d'aller de l'avant. Elle l'avait finalement effacé. Le compte était enfin réglé. Mark Thompson était désormais un détenu fédéral. Chloé Bennett, qui avait coopéré, avait reçu une indemnité de départ et avait disparu. Disparu probablement pour trouver un autre M. Thompson dans une autre ville. Les anciens dirigeants, David Chen et Maria Gonzalez, ont fait face à leurs propres poursuites civiles et ont été contraintes de rembourser des millions, mettant fin à leur carrière. Quant à Sarah Jennings, elle a quitté la bourse de New York et s'est envolée vers son domicile, non pas vers son penthouse froid, mais vers la vaste propriété chaleureuse de Kenilworth, où ses enfants vivaient avec sa mère.
Elle est arrivée juste au moment où le soleil se couchait. Elle a retiré son armure de PDG, son tailleur élégant et ses boucles d'oreilles en diamant, et a enfilé un pull en cachemire doux. Elle est montée à l'étage et a trouvé ses 2 enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 6 ans, en train de construire un fort avec des oreillers. Maman, ont-ils crié en courant vers elle. Elle s'est agenouillée et les a pris dans ses bras, enfouissant son visage dans leurs cheveux. Elle les a serrés contre elle, respirant leur parfum pendant un long, long moment. C'était la raison. C'était l'atout qu'elle avait protégé. « Je suis rentrée », murmura-t-elle. « Tu as gagné ton rendez-vous, maman ?» demanda son fils. Sarah Jennings s'écarta, un sourire sincère et chaleureux illuminant enfin ses yeux. Un sourire que Mark Thompson n'avait pas vu depuis des années et qu'il ne reverrait plus jamais. « Oui, mon chéri, » dit-elle en embrassant son front. « Oui, j'ai gagné. » L'entreprise était désormais hors de danger. Elle avait nettoyé sa maison. Le parasite avait disparu. Les comptes étaient équilibrés. Et pour la première fois depuis 10 ans, Sarah Jennings était enfin complètement libre. Et c'est ainsi qu'on règle ses comptes. Mark Thompson pensait être le roi. Mais il avait oublié qu'il était marié à l'impératrice. Il avait construit son petit château sur ses terres et elle l'avait tout simplement rasé. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une réappropriation totale, tant sur le plan professionnel que personnel. Une histoire de sous-estimation, de pouvoir caché et de revanche finale dévastatrice. Qu'avez-vous pensé de la décision finale de Sarah? Le licencié était-il trop facile? Ou bien le bureau du 12e étage, juste à côté de celui de sa maîtresse, était-il la vengeance la plus parfaite et la plus froide de tous les temps? Faites-moi part de votre rebondissement préféré dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les histoires où l'outsider sous-estimé reprend tout, rendez-moi service et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler ce qui arrive quand on confond une lionne avec un chaton. Et surtout, si vous voulez plus d'histoires dramatiques, de karma et de renversements épiques, abonnez-vous et activez toutes les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine. Take everything from the inside, show it all away. That's it for the last time. Faut vraiment que j'apprenne à strafe parce que je strafe jamais en fait. Je strafe jamais, juste je strafe. Il faut vraiment que je strafe. Je strafe. Faut vraiment que mon cerveau il soit en mode strafe. Je troll pas dans le ouais. Tranquille, t'es pas au goulag, hein. Tu peux faire des blagues sans écrire entre parenthèses que c'est pas une blague. Enfin, je veux dire, enfin, t'as capté, t'as capté. Tu peux liberté d'expression, hein. C'est pas obligé de préciser. Hein. Je strafe, je strafe. Je strafe, je strafe. Voilà. Je strafe, voilà. On strafe. Coucou à ma ici. Si, comment tu vas? Oh, je brille plus. Ah, c'est bon, je rebrille. Faut que je strafe. Je strafe. Je strafe. Ouais, c'était vrai. Coucou. Ouais, y a pas de délai sur PS4, la team. Tes classes, c'est quoi sur Valo, Roxane? T'es Iron, non? Le GOAT. Vraiment, ta cam, elle rend bien, en vrai. J'étais passé et la cam, en vrai, elle est bien. Aujourd'hui, c'est la journée du straf. On va faire que du straf. Tranquille, ouais. Non, mais tranquille, après, c'est normal. Hein. Monsieur, moi aussi, j'étais Iron Man. C'est pas grave. Après, j'imagine que ton but, c'est pas de forcément de rank up et tout. Tu sais, t'es pas trop dans la compète et tout. En vrai, je comprends. Regarde, des gens susceptibles. Bah, depuis hier, j'ai mis à Yuki Blue et à toi. Bah, en fait, tous les gens qui stream, qui sont un peu famous et tout, je leur mets VIP. Parce que, voilà, parce que c'est un peu des VIP, quoi. Des VIP, quoi. J'ai 3 heures pour rank up Radiant, vous pensez que c'est faisable? Je pense qu'il y a un monde où je fais que des wins pendant 3 heures, je pense que je suis Radiant, ouais. Selon mes calculs. Super mathématiques. Et ça va en vrai, 31-10. Mais c'est quoi ce deathmatch de fou?
Mais toi, t'es inconnu au bataillon, tag. Personne te connaît en fait. T'es qui? T'es qui en fait? PTDR, t'es qui, tag? Personne te connaît. Oui, j'imagine que oui. Non, mais oui. Oui. Il y a des gens susceptibles. Bah, en vrai, ça va, hein. Enfin, je veux dire, il me faut un peu plus quand même pour que je sois un peu susceptible, tu vois? Genre, juste me dire que je joue mal, ça va pas vraiment me tu vois? Ça va, j'ai 23 ans, tu vois? On est plus à la maternelle, en vrai, ça va. Mais tu as raison, hein. Il y a des gens, tu leur dis un truc, ils pètent un câble. Ils pètent un câble, frérot. Tu as raison. Mais je suis trop forte. Je vais juste faire un deathmatch, je vais direct lancer une ranked. Tu sais quoi, on va même pas faire 3 deathmatch machin et tout. Ranked instant. Je pense que c'est la technique pour rank up. Oh, attends, j'ai un russe. En plus, j'allais répondre premier degré, je suis en mode, parce que je suis russe en fait. C'est parce que je suis russe. C'est parce que je suis russe. J'avais pas vu que c'était Loupi. Waouh, faut que je strafe. Le strafe. Faut que je strafe. Vraiment, aujourd'hui, c'est la journée du strafe, ok? Faut vraiment que j'apprenne à strafe, ok? Parce que là, c'est plus possible, hein. La Gadji, elle a Pikimo 2, elle sait toujours pas strafe. Je crois qu'il y a un petit problème. Ouais, galotte! T'as vu, j'ai le bras long, j'ai des stars dans mon chat. Non, mon kill! Non, mon dernier kill! Ouais, galotte! Galotte, il a vite parce que c'est un ami à moi aussi. Les amis et les gens connus, ils ont le bip aussi. Vous connaissez les petites gadgets, vous connaissez? Agathe, après, il est sur. Mais vas-y, donne-moi un dernier kill. Agathe, après, il est un peu sur beaucoup de live en vrai. Mais putain, mais je peux pas faire un dernier kill. Allô? Si, c'est la maladie du dernier kill, ça. Hein. C'est dur d'avoir le dernier kill en vrai. Mais frérot, pitié? Pitié? Mais pitié! Mais non, je veux juste un dernier kill! Allô? Oh mon dieu, waouh, c'était long, hein. Ouais, bah putain. Ah, le dernier kill, il voulait pas venir. Ouais, t'es tilt à mort, tu veux rien dire que. Ah, est-ce que tu peux me balancer le pseudo du gars? C'est la meuf qui veut des embrouilles. Parce que je crois que je sais de qui tu parles. Est-ce que il y a un D dans son pseudo Valorant? Dans son pseudo Twitch. Merci pour follow, Marie. Coucou Blédine. Est-ce que il y a un D dans son Deadlock? Mais non, mais il a rien compris, frérot. Raté. Mais y a pas de D. Ah merde. Bon bah ça alors. Pas de drama pour aujourd'hui. Coucou Blédine. Coucou. Comment ça va? Vous allez faire quoi aujourd'hui? Moi aujourd'hui je m'en vais. Je vais dehors. Ouais, même les joueurs Valo sortent un peu des fois. Ça m'arrive. Je suis connue. Ah ouais? T'es connue pourquoi? Ouais gars, t'as vu, je vais aller dehors, genre. Tu te rends compte? Genre, je vais aller genre dans la rue, genre dehors. Il y aura des gens et tout. Il pleut en plus, je vais sentir les gouttes de pluie sur moi, genre. T'as vu Tenz? Oui, j'ai vu. Bah, j'ai même posté un TikTok dessus. C'est mais c'est fou comment cette histoire toutes les histoires comme ça se retourne contre les meufs. Que ce soit Fugu et Lydia, que ce soit Tenz Skyday, c'est toujours c'est la faute des femmes. Ouais, mais lui, il a fait ça, vraiment, on va tous marier des putes, on va tous marier des putes. Les femmes, c'est des grosses putes. C'est des joueurs Valo, enfin Tenz, c'est vraiment le. Tu sais, si tu joues un peu à LoL, tu sais, t'as Faker pour LoL et Tenz, c'est pour Valo, c'est vraiment le gars le plus fort du monde et il joue trop bien, il a fait carrière pro et tout. Vraiment, c'est vraiment la figure de Valo, tu vois. Du coup, il avait une copine qui aussi jouait beaucoup à Valo et tout. C'était des créateurs de contenu Valo, mais elle était pas trop dans la compétition. Et Tenz, il était très dans la compétition et tout. Et bref, ça faisait 6 ans et je sais pas, je regarde pas. En tout cas, je sais qu'il est genre, grave connu, que c'est vraiment le gars, genre le gars de Valo, genre, tu vois? Et du coup, il était en couple avec une fille, un peu comme Fugue et Lydia, tu vois? Il était en couple avec une fille depuis 6 ans et ils se sont séparés et tout le monde m'a dit: «Ouais, le gars, il a sacrifié sa carrière pour elle. La fille, elle avait un cancer, le gars, il est resté, à côté d'elle pour son cancer et tout, elle le quitte». Et alors? Alors c'est mon avis, hein, mais alors?
Je veux dire, déjà, c'est la moindre des choses de rester avec ton partenaire s'il a le cancer, déjà, je suis désolée, j'ai déjà dit, mais c'est pas un truc de fou, hein. Alors certes, c'est respectable, mais c'est normal, tu quittes pas ton partenaire parce qu'il a le cancer, tu malade. De un. De 2, il lui doit rien en retour. Enfin, elle lui doit rien en retour. Si elle est plus amoureuse de lui, qu'il lui a offert, 3 villas, 2 palais et 3 jacuzzi et si elle a envie de le quitter, elle le quitte. Est-ce qu'on est d'accord? Ou alors c'est moi qui est folle? Tout le monde: «Ouais, mais la les femmes, c'est tous des putes. Lui, Tenz, il lui a offert ça. Il est resté près d'elle. Il a fait ça». Vas-y, j'installe Rena et je troll, vas-y. Il était là pour elle. Mais alors? Mais alors? Mais alors? Et alors? Ouh, et alors? Il y a des couples, ils sont mariés depuis 25 ans, ils ont des enfants, des voitures, des maisons, ils se séparent et alors? C'est quoi? Et alors? En plus, elle a raison, moi aussi si j'ai non, il a pas ouvert des villas, mais tu as capté en mode, il était là pour elle et tout, il a tout fait pour elle. Et alors? Et alors? S'il a envie de le quitter, elle le quitte. Mais je crois que c'est même pas elle, c'est vraiment un truc mutuel, genre en mode ils se sont mis d'accord, enfin, tu vois? «Ouais, Yukiblo, y a pas de délai! Ouais!» 2 fois elle vient, 2 fois il y a du délai. Ouais, mais je lui dis, j'ai que des stars dans mon chat. Putain, bref, dites-vous, devinez le pourcentage le pourcentage de pourcent. Allez. Le pourcentage de win rate que j'ai sur Breeze. J'ai 32% de win rate sur Breeze. J'ai 13 lose et 20 j'ai 13 win et 23 lose. Non, 24 lose. J'ai 13 win et 24 lose. J'ai 32% de win rate. Je gagne jamais. Je limite, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai envie de dodge la game. Ça va ce qu'il y aura pas, ils ont, mais oui, mais vraiment, mais clairement. Mais dès qu'il y a un couple un peu, genre, médiatisé, mais de toute façon, mais c'est toujours la faute de la meuf, de toute façon. C'est toujours la faute. Premier degré, j'ai envie de dodge. Pas parce que en plus, j'aime bien la map. Oh, bah, on a 3 duellistes. Ah bah, allez. Pas parce que j'aime pas la map, pas parce que juste parce que j'ai pas de win rate, je ne gagne pas. J'aime bien la map, mais je ne gagne pas dessus. Mais attends, si je dodge une fois, c'est pas grave? Выбирайте агента. Attendez, si je dodge une fois, est-ce que c'est grave ou pas? Voilà, 3 duellistes. Est-ce que si je dodge une fois bon, OK, venez, je dodge pas. Vas-y, je dodge pas parce que j'ai peur, après je vais perdre des RR et tout. Oh, vas-y, on a 3 ah, c'est loose, hein, c'est loose. Mais bref, c'est pas grave pour le content. Oui, ça se retourne toujours contre la meuf. La meuf, elle a fait ça, la meuf, elle a fait ci, Ah, je vous jure, je gagne pas. Ah, je vais vérifier mon pourcentage de win rate parce que je sais que c'est une map où je ingagnable, ingagnable. Ouais, K-Day et Tens, là. Breeze, Взорвем спайк, и одной проблемой меньше. И у нас wesh. много накопилось, но